Bonsoir Pascal Pic. Bonsoir Mélanie Taravant. Vous êtes paléo-anthropologue. Bien dit. Vous vous interrogez sur l'évolution de l'homme, sur ses origines. Vous êtes également un maître de conférences au Collège de France. Et vous publiez ce nouvel ouvrage passionnant intitulé « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur ». C'est aux éditions Odile Jacob. Avec cette thèse, nous devons nous préparer à vivre avec différentes formes d'intelligence. Alors d'abord, Pascal Pic, de quelle intelligence parle-t-on ? D'abord, les intelligences animales. Vous remarquerez que j'utilise le pluriel, parce que celle des chimpanzés est plus proche de la nôtre, bien évidemment, pour des raisons liées à notre évolution commune, jusqu'il y a peu de temps, que celle des singes ou des dauphins, ou même des oiseaux. Donc il y a déjà une grande différence d'intelligence animale. Ensuite, il y a quoi comme autre intelligence ? Alors les autres intelligences, évidemment, ce sont celles que nous créons nous-mêmes, qu'on appelle les intelligences artificielles, et non pas l'intelligence artificielle. Et puis la nôtre. Alors la nôtre est plus proche de celle des chimpanzés, donc elle est plus proche du côté animal. Alors il y a l'aspect tout symbolique, le langage que nous utilisons, bien évidemment, mais il y a des fondements évolutifs que je rappelle dans le livre. Le vrai problème, c'est que l'anthropologie, c'est-à-dire ce qui fait les sociétés humaines, en termes de sens, de langage, de symbolique ou autre, est en train de se redéfinir aujourd'hui dans les nouveaux espaces digitaux, numériques, qu'importe pour le terme, que nous utilisons. Et la manière dont une société regarde les intelligences animales, c'est la manière dont elle va regarder et accepter les intelligences artificielles. Et vous dites qu'il faut se débarrasser de l'arrogance stupide qu'on a envers les animaux. Sans être arrogante, j'ai l'impression d'être un peu plus intelligente qu'un chat ou qu'un oiseau. C'est-à-dire, si vous voulez voler, je pense que les oiseaux vont bien rigoler 5 minutes. Les chats, ils ont une autre perception du monde, les chiens en ont une autre. Donc, il y a eu divergence dans l'évolution. Et il faut qu'on sorte de cette manie qui consiste à mettre l'homme au centre de tout, sans rien lui enlever, mais qui hiérarchise. Donc, à partir de là, ça nous met, nous, les Occidentaux, surtout en France, nous sommes un milieu très cartésien avec l'animal-machine, vous voyez. Et la difficulté est que nous sommes très en retard, non pas dans la qualité des recherches, il y a de très bons chercheurs et chercheuses sur l'éthologie, mais ce n'est pas une école très constituée. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si en ce moment, vous l'avez remarqué, depuis 2 ou 3 ans, beaucoup de numéros spéciaux dans tous les médias, dont les vôtres, parlent d'intelligence animale au moment où arrivent les intelligences artificielles. Et c'est pas un hasard, parce que c'est un rapport à l'altérité, à l'autre. Par contre, si nous allons au Japon, par exemple, là, ils sont plutôt animistes. Pour eux, l'ensemble de la nature, c'est le même esprit, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, et les robots. Et les Japonais, c'est la meilleure école d'éthologie, donc d'études du comportement des animaux, et eux qui acceptent le plus les intelligences artificielles et les robots. Donc ils ne sont pas meilleurs que nous techniquement, mais d'un point de vue culturel, ils comprennent mieux et ils incorporent beaucoup mieux ces autres intelligences. Alors, si on vous écoute, donc il n'y a pas d'intelligence supérieure aux autres. En tout cas, elles sont toutes complémentaires, ces intelligences. Pourtant, on nous répète quand même à longueur de temps que notre cerveau d'humain est des millions de fois plus puissant, par exemple, qu'un ordinateur. Alors, c'est faux ? Un ordinateur sur le calcul. Aujourd'hui, cette nouvelle intelligence artificielle, mais en fait qui est très ancienne, qui est moderne, qui consiste à traiter beaucoup de données, qu'on appelle les algorithmes, avec des gros paquets de données qui permettent de ressortir des schémas, qui sont des propositions. Là-dessus, ils seront plus efficaces qu'un cerveau humain. C'est très simple à faire d'un point de vue mathématique, c'est assez simple, mais elles le font très rapidement et mieux que nous. Alors, on ne peut pas dire qu'elles sont plus intelligentes, on les a faites pour ça, et tant mieux. Par contre, nous, la grande différence, c'est que les humains, comme les animaux, mais à différents degrés, bien évidemment, nous sommes des machines qui sont avant tout des machines sociales. C'est-à-dire que notre cerveau, chez les singes, c'est avant tout pour vivre avec les autres. Donc, je ne vais pas parler de Jean-Paul Sartre, mais vivre avec les autres, c'est assez compliqué, comme vous le savez, et ça nécessite une grande vigilance, et tout le reste va avec. Ce qui est très important, c'est que notre cerveau, lui, est fait, comme nous, on vient de se rencontrer, on est sur ce plateau, eh bien, c'est s'adapter toujours à des situations nouvelles. Alors que les machines, quant à elles font des tâches plus précises que nous, que certaines tâches, mais néanmoins, à part de tâches dédiées. Donc, ce ne sera jamais tout à fait la même chose. Il faut sortir de cette soumission béate dont vous parlez dans votre livre, justement, une sorte de complexe d'infériorité qu'on peut avoir vis-à-vis de ces machines, et en même temps, c'est compréhensible quand on voit, par exemple, le plus grand joueur d'échecs, champion du monde, qui se fait battre par le premier ordinateur joueur d'échecs. Je pense à Garry Kasparov, par exemple. Sûr, Eh bien, c'est impressionnant. Là, on se dit, il fait mieux que nous. C'est là, justement, que j'explique ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. J'explique le terme, c'est un peu technique, mais c'est pas compliqué. La première partie du livre, j'explique l'évolution des intelligences animales. Et par exemple, on sait aujourd'hui avec les neurosciences, les sciences cognitives, comme on dit, eh bien que notre intelligence, elle est liée, et même notre créativité, à la capacité, bien sûr, de bien réfléchir, d'être cultivé, mais également de marcher, de bien manger et d'avoir des relations sociales. Donc tout ça a coévolué en même temps. Les machines n'ont pas du tout connu cela.
Néanmoins, ce qui est très important, c'est que bien sûr, M. Kasparov en 1997 avec Deep Blue, donc IBM, et aujourd'hui, enfin il y a 2 ans maintenant, Lee Sedol, le jeu de Go, on se dit waouh, ces gens sont quand même très intelligents, c'est indéniable. Et là, c'est à partir de là qu'on fait une erreur de raisonnement comme avec les animaux, mais dans l'autre sens, en se disant ces gens sont très intelligents, ils sont battus par des machines, donc ces machines sont intelligentes pour tout. Non, vous savez, AlphaGo, donc qui s'appelle AlphaZero maintenant, cette machine, elle a appris toute seule en 24 heures maintenant à jouer au jeu de Go. Simplement, elle n'exprimait aucune joie quand elle a gagné. Et je peux vous dire que sortie de ces jeux-là, eh bien, elle est absolument incapable de se déplacer. Et l'ingénierie inverse, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut revenir dans l'évolution. C'est qu'en définitive, les choses qui nous semblent naturelles, marcher, sourire, interagir, etc., qui sont apparues il y a très longtemps dans l'évolution. Par exemple, avec les chimpanzés, on parle de politique, de relations sociales, de stratégies extrêmement complexes. Là, ce n'est pas de mal la veille que les machines le feront. Ce qui veut dire que plus quelque chose est apparu anciennement dans notre évolution, plus ce sera difficile pour les machines. Donc, nous battre au jeu de Go, OK, nous battre au foot, ça va être autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut imaginer une sorte de vie en bonne intelligence, c'est le cas de le dire, différente que ce que l'on propose aujourd'hui? Oui, alors d'abord, il va falloir qu'on commence rapidement avec les animaux, parce que ça fait trop longtemps qu'on les néglige. On dit pourtant, l'homme descend du singe, et on est très soucieux de cette fameuse lignée. Les chimpanzés ont le sens de l'humour. Vous savez quelle est la blague qui les fait rire? L'homme descend du singe. Donc, on voit, regardez, toutes ces fresques de l'évolution. C'est faux, vous dites effectivement. Non, il n'y a jamais un singe qui s'est redressé pour devenir un homme. Donc les chimpanzés ont évolué de leur manière. La chose importante, c'est que le vrai danger ne viendra pas d'un coup d'État des machines, comme dans Terminator. En fait, l'explication, ça vient de Pierre Boulle, qui a écrit La planète des singes. Mais la vraie explication qui fait que les grands singes ont pris le pouvoir dans cette fiction, qui date de 1963 quand même, c'est pas en fait les singes qui se sont dit « Écoutez les gars, on se réunit et on va prendre le pouvoir ». Pas du tout. C'est que les humains se sont laissés aller par trop de confort, par la substitution de leurs tâches intellectuelles et de leurs tâches physiques, en se substituant aux machines. Et c'est ça le vrai danger. Et aujourd'hui, les sociétés qui vont vers ça, comme les entreprises d'ailleurs, qui croient qu'avec les intelligences artificielles et les robots, on va réduire la masse salariale et avoir moins de personnes, et vont se casser la figure. Il faut que nous ayons la capacité de redéfinir des espaces qui sollicitent différemment nos intelligences. Et vous voyez comme notre cerveau est extraordinaire. Je suis un baby boomer, ça se voit, même si je suis maquillé et je suis un peu rajeuni. Mais moi, je sors d'un milieu de paysans et d'ouvriers et je suis aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, avec le même cerveau. Et ça, notre cerveau aujourd'hui va être capable de l'intégrer. Et si nous sommes capables de susciter de nouvelles capacités cognitives ou de les stimuler autrement... Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'homme augmenté, par exemple? Ça, on en parle beaucoup dans... Oui, on peut le dire. Mais alors, l'homme augmenté, c'est plutôt de dire, voilà, on vieillit, on remplace les pièces, etc. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et il y a l'idée, évidemment, de connecter, par exemple, avec des puces. Effectivement. Oui, mais ça, bon, c'est transhumanisme. Et d'ailleurs, c'est ça qui est embêtant parce que les transhumanistes nous disent waouh, on est arrivé à la limite de ce que l'évolution nous a légué, en tout cas ses potentialités, et on va tout substituer par des technologies. Ça, surtout pas, parce qu'en fait, c'est très personnel, c'est très égoïste. Il faut redéfinir un nouveau champ social dans cette connectivité. Est-ce que concrètement, plus concrètement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle interagit déjà dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a des enjeux et des risques à cela? Et bien sûr, c'est tous les jours, puisqu'effectivement, quand vous envoyez un SMS, la machine, c'est tout simple, c'est des statistiques, elle s'enregistre vos mots les plus fréquents. Je ne vais pas faire publicité, mais j'ai un assistant personnel à la maison, quand même extraordinaire. Vous connectez vos lampes, vous écrivez le nom, par exemple, il y a un piano chez moi, je mets lampe piano. Je l'écris, j'envoie. 2 secondes plus tard, je dis ah, mets-moi la lampe comme cela. C'est-à-dire que la machine, c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle, basée sur l'apprentissage machine, petit à petit, elle va passer de l'écrit au langage, du langage à l'écrit, et quelle que soit la voix. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais la traduction, ça va être... Alors, reconnaissance faciale, on le connaît, en sécurité, c'est chez les Chinois. Ils sont en ce moment au carnaval de Nice, on en parle. Bon, ça, en sûreté, ça marche très bien. Mais par exemple, aujourd'hui, sans citer de marque, les assistants personnels de haut de gamme vous permettent de discuter avec des Chinois, c'est traduit automatiquement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la chambre chinoise, et c'est résolu. Donc tout ça, c'est déjà là aujourd'hui. Eh bien, pour continuer la réflexion, je vous propose de lire ce passionnant livre, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci Pascal Pic. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air, ne bougez pas.